On va voir aujourd'hui les hypersensibilités de type 4. On s'était arrêté lors de la dernière séance à l'hypersensibilité de type 3. On avait introduit les hypersensibilités. On avait parlé des trois premières hypersensibilités, l'hypersensibilité de type 1, de type 2 et de type 3. On avait dit que le point commun entre ces différentes hypersensibilités était la mobilisation ou l'implication des anticorps. D'accord, donc on avait parlé de l'hypersensibilité de type 1 où il y avait une mobilisation des immunoglobulines de type E, d'accord, où il y avait plusieurs phases, une phase de sensibilisation et une phase d'interaction. Au cours de la première phase, la phase de sensibilisation, pardon. Très bien, donc on avait dit que l'hypersensibilité de type 1 allait impliquer des immunoglobulines de type E, d'accord. Il y avait une première phase où il y avait une première interaction avec mon antigène que j'ai appelé dans l'hypersensibilité de type 1 allergène. Cet allergène allait entrer dans mon organisme, il allait être reçu par l'organisme, il allait stimuler mon système immunitaire et mon système immunitaire allait développer une réaction immunitaire de type humoral, c'est-à-dire qu'il y avait une introduction de l'immunogène, de mon allergène, qui allait être reconnu par les cellules présentatrices d'antigènes, que ces cellules présentatrices d'antigènes allaient le présenter, elles allaient le phagocyter, puis l'apprêter, puis le présenter, elles allaient le présenter au CD4, les CD4 allaient se différencier du stade TH0 à un stade de type TH2, et au niveau du stade TH2, il y avait le problème où il y a l'excès qui caractérise mon hypersensibilité de type 1. De type 1. C'est quoi cet excès? C'est le fait de développer une interaction où il y a un excès de production des interleukines, interleukine 4, interleukine 5, interleukine 10, interleukine 13 qui sont caractéristiques à la voie TH2. Il allait se développer en TH2, mais ce TH2, au lieu de synthétiser des IgG, il allait synthétiser des IgE. Ces IgE allaient se fixer sur le récepteur. On avait parlé de deux types de récepteurs, des récepteurs de grande affinité et des récepteurs de faible affinité. Les récepteurs de grande affinité étaient présents au niveau des basophiles et au niveau des mastocytes, et les récepteurs de faible affinité étaient contenus au niveau d'autres cellules comme les plaquettes, comme les macrophages, comme les eosinophiles. D'accord? Donc ces IgE allaient se fixer sur leurs récepteurs et ils allaient rester quiescents au niveau de leur récepteurs, où les immunoglobulines, elles, allaient rester quiescentes au niveau de leur récepteur. Au cours d'un deuxième contact avec le même allergène, l'allergène allait être introduit dans mon organisme, il allait se fixer sur des immunoglobulines qui sont déjà fixées sur leur récepteur. Il y aura un pontage entre deux récepteurs, deux récepteurs de deux immunoglobulines sur une même cellule. Ce pontage allait réaliser un message, ou allait donner un message de transduction. Cette transduction allait donner un message. Cette transduction allait donner un message, et ce message, vous pouvez la laisser ouverte, hein, classe. Et cette transduction allait donner un message intracellulaire qui allait se définir par plusieurs réponses intracellulaires, comme la dégranulation des granules, des mastocytes et des basophiles qui contenaient de l'histamine et d'autres molécules préformées, mais aussi la synthèse de nouvelles molécules, que j'appelle molécules inflammatoires néoformées. On avait parlé des prostaglandines, on avait parlé des leucotriènes. Ces différentes molécules préformées et néoformées allaient être libérées. La libération de ces molécules allait induire une réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, selon son importance et selon la localisation de l'allergène, pouvait être locale ou générale. Elle pouvait être locale ou générale. Je pouvais avoir une hypersensibilité locale, une anaphylaxie locale qui est limitée à un tissu cutané ou là dans des voies aériennes supérieures. D'accord? Par exemple, un allergène respiratoire pouvait me réaliser une congestion juste au niveau respiratoire, comme elle pouvait être générale lorsque l'allergène pouvait induire une libération importante des médiateurs inflammatoires qui allaient circuler dans la circulation générale, et je peux aboutir à l'état final de l'anaphylaxie, qui est le choc anaphylactique qui peut tuer le patient.
tuer le patient. Très bien, on avait ensuite parlé de l'hypersensibilité de type 2. On avait dit qu'il y avait une différence entre l'hypersensibilité de type 2 et l'hypersensibilité de type 1. L'hypersensibilité de type 1 est caractérisée par des allergènes, des antigènes qui sont libres dans la circulation et des immunoglobulines ou des anticorps qui sont fixés. Attention, dans l'hypersensibilité de type 1, les anticorps sont fixés. Elles sont fixées sur leurs cellules cibles, sur les mastocytes et les basophiles. Dans l'hypersensibilité de type 2, les anticorps sont libres. Les anticorps sont libres et ce sont les antigènes qui sont fixés. Donc, il y a une opposition, il y a une symétrie entre l'hypersensibilité de type 1 et l'hypersensibilité de type 2. Dans l'hypersensibilité de type 1, j'ai des anticorps fixés et des antigènes libres. J'ai des anticorps fixés et des antigènes libres. J'ai des anticorps fixés et des antigènes libres. L'anticorps qui est l'IgE est fixé sur la cellule. L'antigène est libre, il se fixe sur son récepteur, la fixation induit la réponse. Dans l'hypersensibilité du type 2, non, l'anticorps est libre. C'est l'antigène qui est fixé. Soit sur un érythrocyte, soit sur une autre cellule, soit sur une cellule épithéliale, d'accord? Donc l'antigène est fixé dans l'hypersensibilité de type 2. L'antigène dans l'hypersensibilité de type 2 est fixé. Il peut être fixé constitutivement ou il peut être adsorbé à la cellule. Donc, soit j'ai des molécules qui font partie de la membrane, un antigène membranaire, comme le fameux antigène du système ABO. Il fait partie de la membrane cellulaire. Il a été créé avec. Comme je peux avoir des molécules adsorbées. Adsorbées, c'est-à-dire qui se sont fixées à la cellule. Donnez-moi un exemple, comme les médicaments. Certains médicaments qui peuvent induire une hypersensibilité de type 2, comment ils vont faire? Ils vont se fixer sur les membranes et en se fixant sur les membranes, il y aura une hypersensibilité de type 2 qui est médiée contre ces cellules. Une autre différence entre l'hypersensibilité de type 1 et de type 2, c'est que l'hypersensibilité, au cours de l'hypersensibilité de type 1, j'ai une médiation des IgE. Alors que dans l'hypersensibilité de type 2, j'ai des IgG qui vont réaliser la réaction inflammatoire. Très bien. Le résultat final au niveau de l'hypersensibilité de type 1, c'est quoi? C'est la libération d'histamine, c'est la libération de leucotriène, c'est la libération de platelet activating factor, c'est la libération de médiateurs inflammatoires qui vont attirer des cellules inflammatoires au niveau du site inflammatoire. Parmi ces cellules inflammatoires, je peux avoir des macrophages, je peux avoir des monocytes, je peux avoir des PNN, d'accord, qui vont réaliser une tempête inflammatoire in situ ou là qui sera généralisée. Dans l'hypersensibilité de type 2, le résultat est la destruction ou la modification du fonctionnement cellulaire. Le résultat de l'hypersensibilité de type 2 est une altération cellulaire. C'est une altération de la cellule sur laquelle est fixé mon antigène. Le résultat de l'hypersensibilité de type 2 est une altération de la cellule. Soit je la détruis via la DCC, via une lyse par le système du complément, via une opsonisation puis une phagocytose par le macrophage, comme je peux avoir une modification du fonctionnement cellulaire, comme on avait vu dans les deux exemples qu'on avait cités, qui sont la thyrotoxicose, la maladie de Base-Dow et la myasthénie ou anticorps anti-acétylcholine. Dans les anticorps anti-acétylcholine, j'ai des auto-anticorps. Des anticorps qui vont se fixer sur des récepteurs de l'acétylcholine. En se fixant sur les récepteurs de l'acétylcholine, ils vont empêcher l'acétylcholine de se fixer sur son récepteur au niveau de la plaque musculaire et je ne pourrai plus réaliser de contraction musculaire parce qu'il n'y a plus d'acétylcholine qui se fixe sur son récepteur, parce que ce récepteur ne va plus s'ouvrir, parce qu'il ne va plus laisser le Na+ entrer, et puisqu'il n'y aura pas de Na+ qui entre, il n'y aura plus de dépolarisation, pas de potentiel d'action, pas de sortie du CA2+ du sarcolème, pas de sortie du CA2+ du sarcolème, pas de contraction des filaments d'actine avec les filaments des troponines et des myosites, pas de contraction des fibres de myosine. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc le résultat est une modification cellulaire. C'est une modification du fonctionnement cellulaire. La petite information que je vous donne maintenant, lorsque, au cours d'une hypersensibilité de type 2,
je n'ai pas une destruction cellulaire. J'ai juste une modification du fonctionnement cellulaire, comme dans la thyrotoxicose et comme dans la myasthénie. Certaines ne la conduisent, certaines écoles ne la considèrent pas comme une hypersensibilité de type 2, mais plutôt comme une autre hypersensibilité qu'on appelle l'hypersensibilité de type 5. Hypersensibilité de type 5. Dans votre cours, on vous dit que c'est une hypersensibilité de type 2, vous gardez cela comme ça. Vous gardez cela comme ça. Enfin, nous avions vu l'hypersensibilité de type 3, au cours de laquelle j'avais une petite différence entre l'hypersensibilité de type 1 et de type 2. Donc vous voyez que l'hypersensibilité de type 1 et de type 2, elles se ressemblent. Il y a des petites différences entre les deux. IgE, IgG, d'accord. Destruction cellulaire, réaction inflammatoire généralisée. Antigène fixé et anticorps libre. Ici, c'est l'anticorps libre et antigène fixé. Très bien, très bien. Excellent. Donc dans l'hypersensibilité de type 3, j'ai des mécanismes qui sont un peu différents. Il y aura la formation de complexes humains. Et la formation de complexes humains, vous allez me dire que la formation de complexes humains est quelque chose de normal dans un organisme. Je dois prendre mon antigène et fixer mon anticorps. Je dois prendre un antigène et y fixer mon anticorps pour construire un complexe humain. Et ce complexe humain facilitera l'opsonisation, il facilitera l'action du complément. C'est quelque chose de bien. Il faut que vous sachiez que la formation des complexes humains est quelque chose de physiologique. Il faut former des complexes humains. Le problème, il réside où? Il réside dans la persistance des complexes humains. Il peut y avoir certaines anomalies qui empêchent l'organisme d'éliminer les complexes humains. On avait cité ces anomalies, une anomalie des macrophages, une anomalie du système du complément, des déficits du système du complément, d'accord, qui allaient faire en sorte que je ne puisse plus éliminer mes complexes humains. Ces complexes humains vont rester dans le sang. En restant dans le sang, ils vont se déposer. Ils vont se déposer au niveau de certains tissus. Ils vont se déposer au niveau des tissus très vascularisés, comme le rein, comme la peau. Très bien. Et au niveau de ces tissus, la déposition de ces complexes humains va réaliser des réactions inflammatoires locales. Très très caractérisées par le fameux phénomène d'Artus. Donc il faut savoir que dans l'hypersensibilité de type 3, j'ai deux types d'hypersensibilité de type 3. Une réaction locale qui est le phénomène d'Artus et une réaction générale qui est la fameuse maladie sérique. La maladie sérique, je ne vais pas en reparler, on n'est pas dans l'hypersensibilité de type 3. Ceux qui veulent la découvrir, ils sont priés d'aller voir la vidéo de l'hypersensibilité de type 3. Aujourd'hui, on va aborder une hypersensibilité très spéciale qu'on appelle hypersensibilité de type 4. C'est une hypersensibilité de type 4 dans une classification spécifique. C'est la classification de Gell et Coombs. Je vous avais dit que Gell et Coombs avaient établi une classification des hypersensibilités selon quoi? Selon le temps d'apparition ou le délai d'apparition, le délai de naissance. Les éléments impliqués. Très bien. Et les éléments impliqués. Non, premièrement, c'est le délai d'apparition. C'est le délai d'apparition chronologiquement, d'accord? Est-ce que cette étape inflammatoire, elle apparaît rapidement ou lentement? On avait trouvé que l'étape la plus rapide ou la réaction inflammatoire la plus rapide, je l'ai nommée hypersensibilité de type 1, la moins rapide de type 2, la moins rapide de type 3 et la plus lente de type 4. Ensuite, on avait découvert que la différence chronologique n'était pas la seule entre les différentes hypersensibilités. Il y avait aussi d'autres différences qu'on vient de citer. Certaines sont en médiation humorale, d'autres en médiation cellulaire, certaines impliquent l'IgE, d'autres impliquent les IgG, etc. Aujourd'hui, on va voir le seul type d'hypersensibilité qui implique des cellules. La réaction ici n'est pas une réaction humorale. Elle n'est pas due à la naissance d'anticorps. Elle est due à l'implication de cellules. Elle est due à une réaction médiée par des cellules. Très bien. Découvrons ensemble l'hypersensibilité de type 4. Viennent en quatrième position, après les hypersensibilités de type 1, 2 et 3 selon la classification de Gell et Coombs. Réaction immune à médiation cellulaire évoluant en deux phases. La phase de sensibilisation et la phase de déclenchement.
Vous voyez qu'ici, c'est un petit point commun. C'est un petit point commun entre l'hypersensibilité de type 1 et l'hypersensibilité de type 4. Dans l'hypersensibilité de type 4, j'ai besoin de deux phases. Une phase de sensibilisation au cours de laquelle mon organisme rencontre pour la première fois cet antigène et une phase effectrice au cours de laquelle il y aura un deuxième contact, avec le même antigène pour que je réalise une réaction inflammatoire. Donc, première caractéristique, c'est que les hypersensibilités de type 4 impliquent des cellules et non pas des facteurs humains et non pas des anticorps. D'accord, vous la gardez en tête. L'hypersensibilité de type 4 implique des cellules. L'hypersensibilité de type 4 implique des cellules. La deuxième information très importante de notre cours, c'est qu'elle est réalisée en deux phases. Une phase de sensibilisation et une phase effectrice. Très bien. Donc, on continue. On avait dit qu'il y avait deux phases, une phase de sensibilisation et une autre phase qui est la phase effectrice. Et bien sûr, c'est la phase effectrice qui est la phase symptomatologique, puisque c'est au cours de cette phase qu'il y aura une réaction inflammatoire. Survenant dans les 24 à 72 heures suivant un deuxième contact avec le même antigène. Regardez, la phase effectrice a lieu dans les 24 à 72 heures. Si on la compare à l'hypersensibilité de type 1 qui apparaît dans les quelques minutes à une heure, à quelques heures, à l'hypersensibilité de type 2 qui va apparaître en 4 à 8 heures, à l'hypersensibilité de type 3 qui apparaît un peu plus lentement, mais dans les 24 heures, je vais trouver que cette réaction d'hypersensibilité est la plus lente pour apparaître, ou là pour que les signes cliniques puissent apparaître. Très bien. Les hypersensibilités de type 4 sont dirigées contre des antigènes solubles, dérivés de pathogènes en multiplication intracellulaire, de métaux, d'antigènes du soie. D'ailleurs, on est en train de nous parler des antigènes impliqués dans l'hypersensibilité de type 4. Oui, d'accord, c'est une hypersensibilité, mais c'est une hypersensibilité qui naît contre quoi? On nous a donné les exemples, on nous a dit que je peux avoir des antigènes solubles. Donc, je dois avoir certains antigènes solubles dans mes exemples. Et on vous dit que certains de ces antigènes solubles dérivent de pathogènes à multiplication intracellulaire. C'est quoi un pathogène à multiplication intracellulaire? C'est une bactérie, c'est un virus qui réalise ses effets à l'intérieur de mon organisme en entrant à l'intérieur de la cellule. Donnez-moi des exemples. Le VIH doit entrer à l'intérieur de la cellule. Oui? Excellent. Le Mycobacterium tuberculosis, c'est un pathogène intracellulaire. La brucellose, d'accord? Tout ça, c'est des pathogènes intracellulaires. Ils entrent à l'intérieur de la cellule. Et c'est pour cela qu'ils vont développer une réaction immunitaire à médiation cellulaire, où je dois avoir des cellules qui vont attaquer les cellules infectées, où je dois avoir des cellules immunitaires qui vont attaquer les cellules infectées. Parce que c'est une cellule de mon organisme qui a été attaquée par un pathogène. On distingue, les trois, ce sont des exemples de mon hypersensibilité de type 4. On va parler de l'hypersensibilité de contact. On va parler de l'hypersensibilité à la tuberculose, ou de l'hypersensibilité tuberculonique. Et enfin, de l'hypersensibilité granulomateuse. Ce sont les différents aspects cliniques de l'hypersensibilité de type 4. Ce sont les différents aspects cliniques de l'hypersensibilité de type 4 qu'on va essayer de découvrir une à une. L'hypersensibilité de contact. On va commencer par parler des hypersensibilités de type 4. Regardez ce qui se passe dans une hypersensibilité de type 4. Tout commence par l'introduction d'une molécule soluble à l'intérieur de mon tissu cutané. Ça, c'est ma peau. D'accord? Ça,
c'est ma peau. Et à l'intérieur de ma peau, il va y avoir entrée d'une molécule. Prenons par exemple le nickel, par exemple. D'accord? Le nickel. Ce nickel, il va jouer le rôle d'aptène. Il va jouer le rôle d'aptène. C'est-à-dire qu'il va se fixer. C'est quoi un aptène? Un aptène est une molécule exogène qui à lui seul, oui? Excellent, qui à lui seul est incapable de stimuler une réaction immunitaire. Mais qui peut se fixer à des composants de mon organisme pour devenir immunologique ou pour pouvoir déclencher une réaction inflammatoire, une réaction immunitaire. Donc ce nickel va se fixer à des protéines de mon organisme. Il va se fixer à des protéines de mon organisme. Il deviendra immunogène. Il pourra déclencher une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire, comment elle sera médiée? Il y aura des cellules de mon organisme que j'appelle les cellules qui sont des dérivés monocytaires. Je les appelle les cellules de Langerhans. La cellule de Langerhans, d'accord, est un macrophage. C'est le macrophage de ma peau. On vous a dit que la lignée monocyte-macrophage allait prendre différentes différenciations selon le tissu. Là, les précurseurs, c'est un monocyte. Dans le sang, je trouve un macrophage. Dans le tissu inflammatoire, je trouve aussi des macrophages. Dans le tissu conjonctif, je trouve des histiocytes. Dans le foie, je trouve des cellules de Kupfer. Dans le poumon, je trouve des pneumocytes de type 2. Dans le cerveau, je trouve des oligodendrocytes. D'accord? Des microgliocytes. Zido. Encore. Dans la peau, je trouve des cellules de Langerhans. Donc, selon les tissus dans le rein, je trouve des cellules mésangiales. Donc, selon le type de tissu, je peux avoir des dérivés monocytaires qui peuvent réaliser la fameuse phagocytose. Et qui peuvent jouer le rôle inflammatoire. Et qui peuvent, dans certaines situations, surtout, comme ici, présenter l'antigène. S'il vous plaît. C'est quoi une cellule présentatrice d'antigène? Une cellule présentatrice d'antigène, c'est une cellule qui a la capacité d'apprêter l'antigène et de le présenter pour stimuler les cellules immunitaires. J'ai 3 cellules présentatrices d'antigène dans mon organisme. J'ai 3 cellules présentatrices d'antigène et il n'y a pas de quatrième, ni 2 ni 4, il y en a 3. Quelles sont les cellules présentatrices d'antigène? Vous devez les connaître. Ce sont les cellules dendritiques, cellules dendritiques, les LB et les macrophages dans certaines situations seulement. Le macrophage est exceptionnellement une cellule présentatrice d'antigène. Donc j'ai 3 types de cellules présentatrices d'antigènes qui sont quoi? Qui sont les cellules dendritiques, les macrophages et les LB. Les cellules dendritiques, les macrophages et les LB. Les cellules dendritiques, les macrophages et les LB. Quelles sont les cellules maintenant phagocytaires de mon organisme? Quelles sont les cellules phagocytaires de mon organisme? Les cellules phagocytaires, ce sont les cellules qui peuvent réaliser une phagocytose. Les cellules phagocytaires sont les cellules qui peuvent réaliser une phagocytose. Il y en a aussi 3. Les cellules phagocytaires sont le macrophage, toujours, la cellule dendritique, toujours, et le PNN. Excellent. Le PNN. Attention. Le LB est une CPA. Le LB est une cellule présentatrice d'antigène, mais ce n'est pas un phagocyte. Il faut faire la différence entre un phagocyte et une cellule présentatrice d'antigène. Toute cellule présentatrice d'antigène n'est pas phagocyte. Et tout phagocyte n'est pas cellule présentatrice d'antigène. Maintenant, pourquoi on considère le LB comme étant une cellule présentatrice d'antigène, mais pas un phagocyte? Parce que le LB ne peut pas réaliser la phagocytose dans sa définition non spécifique. C'est quoi la phagocytose? La phagocytose, c'est la capacité d'un phagocyte de reconnaître un antigène via les pompes, d'accord, via des récepteurs spécifiques. Il a des récepteurs TLR. Ces récepteurs TLR vont fixer
l'antigène, où les récepteurs aux protéines du complément vont fixer grâce à l'opsonisation cet antigène, où là des récepteurs des IgG vont fixer cette cellule, et en fixant la cellule, ils vont l'opsoniser, c'est-à-dire qu'ils vont faciliter sa phagocytose, Le LB ne peut pas réaliser cette fonction. Parce que c'est une cellule spécifique. Bravo, parce que c'est une cellule spécifique. Mais le LB peut faire autre chose. Qu'est-ce qu'il peut faire le LB? Le LB peut prendre son BCR. Excellent. Il peut prendre son BCR avec l'antigène, l'internaliser, faire sortir l'antigène de son BCR, le mettre dans sa molécule HLA2 et présenter la HLA2. Donc c'est une molécule présentatrice d'antigène, mais ce n'est pas un phagocyte. Donc j'ai combien de phagocytes? 3. PNN, cellule dendritique et macrophage. J'ai combien de cellules présentatrices d'antigène? Aussi 3. LB, macrophage et cellule dendritique. Donc le LB est une cellule présentatrice d'antigène, mais pas un phagocyte. Et le PNN, le polynucléaire neutrophile, est un phagocyte, mais pas une cellule présentatrice d'antigène. Excellent. Donc revenons à ma cellule de l'ingérence. Ma cellule de l'ingérence qui dérive de la lignée monocytaire. Très bien. Cette cellule de l'ingérence, elle va fixer cet antigène. Elle va le fixer, elle va l'internaliser, elle va le phagocyter. Et en le phagocytant, elle va l'apprêter. Et en fin de compte, elle va le présenter à sa surface. Fixée aux molécules HLA2. Elle va le fixer à sa surface liée sur des molécules HLA2, liées à des molécules de type HLA2, D'accord? Cette cellule dendritique, ce macrophage qui est une cellule présentatrice d'antigène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va migrer du tissu pour aller dans les ganglions lymphoïdes. Dans ces ganglions lymphoïdes, ma cellule de l'ingérence va rencontrer des LT. Elle va rencontrer des LT de type CD4. Ce sont des LT helpers, ce sont des LTH. Donc il y aura une interaction entre ma cellule de l'ingérence et qui est devenue mature. Mais vous avez vu le déroulement de l'immunité innée, il y a les différentes étapes. Elle est immature, elle va traverser les différentes parties pour aller dans les... on ne va pas y revenir, d'accord? L'essentiel, elle va partir au niveau des glandes, des tissus lymphoïdes pour rencontrer un LT de type CD4. Donc voici mon LT de type CD4. Il y aura une présentation. De cet antigène. Cet antigène, il est fixé sur des molécules HLA2. Donc j'ai HLA2, d'accord, plus mon antigène. Cet HLA2 avec l'antigène, il va être reconnu par un récepteur. Qui s'appelle le récepteur TCR. Et ce récepteur TCR, il est couplé à un autre récepteur qui s'appelle le CD4. Donc il y aura une reconnaissance double. Le TCR va reconnaître l'antigène. D'accord? Et le CD4 va reconnaître le HLA2. D'accord? Le TCR reconnaît l'antigène. Alors que le CD4 reconnaît le HLA2. Ces différents messages seront ou induiront l'activation d'une autre molécule portée par le CD4. Cette molécule, elle s'appelle le CD3. Qui est porté par toutes les LT, par tous les LT qui n'est pas spécifique au LT4. Il est porté par le LT4 et par le LT8. Donc il y aura une activation de la molécule CD4
il y aura une activation de la molécule. Ah, pardon, de la molécule CD3, bravo. De la molécule CD3. La molécule de CD3 va induire un message intracellulaire. Elle va induire un message intracellulaire. Elle va jouer un rôle de transduction qui fera en sorte qu'il y ait naissance de certains facteurs de croissance. Ces facteurs vont induire la transcription, ils vont induire la transcription de certaines parties de l'ADN. Donc l'ADN du LT4 va être transcrit en ARN, l'ARN va devenir mature et j'aurai un ARNM qui va aller dans le cytoplasme, il sera traduit par des ribosomes pour la formation de protéines. J'aurai la formation de deux protéines. La formation de deux protéines. Un récepteur et une molécule à stimulation. Un récepteur et une molécule à stimulation. C'est quoi le récepteur? Le récepteur est un récepteur à IL2, interleukine 2. C'est un récepteur à IL2. Et c'est quoi la molécule formée? C'est l'IL2. Donc, mon LT4 va commencer à synthétiser la IL2. Il va commencer à synthétiser l'interleukine 2. Et il a lui-même un récepteur à interleukine 2. Donc, il va commencer à s'auto-activer. Il y aura d'autres messages que j'ai entre cette cellule présentatrice d'antigène, d'accord, ce macrophage et ma cellule LT4. Je les appelle les messages de co-stimulation. Parmi les messages de co-stimulation, d'accord, je peux avoir la fameuse fixation d'une molécule qui s'appelle B7 sur une molécule qui s'appelle CD28. D'accord? Il y aura une fixation du B7 sur la CD28. Et il y aura aussi un facteur qui est maintenant ici le facteur le plus important. Le facteur le plus important dans cette réaction, c'est la libération par la cellule dendritique d'une molécule qui s'appelle l'interleukine 12. Donc, la cellule de l'ingérence va synthétiser une molécule de type interleukine 12 qui va activer le LT4. Elle va synthétiser l'interleukine 12 qui va activer le LT4. L'activation de l'LT4 par une molécule interleukine 12 va transformer le LTH0 en LT1. Elle va transformer le LTH0 en LT1 et non pas en LT2. Donc, en LTH2. Donc, je vais avoir un LTH de type 1. Un LTH de type 1. C'est la synthèse de l'interleukine 12 qui est responsable de la différenciation vers un LTH1. Donc, le LTH0 va se différencier en LTH1. Le LTH0 va se différencier en LTH1. Très bien. Ce LTH1, ce futur LTH1, il est en train de recevoir des molécules d'interleukine 2. Il est en train de sécréter lui-même de l'interleukine 2 et l'interleukine 2 va se fixer sur son propre récepteur. Il va stimuler sa prolifération. Et le résultat final sera un nombre important de LTH1. D'accord, un nombre important de LTH1 et chaque LTH1 et tous ces LTH1 sont spécifiques à mon nickel. Qui s'est fixé, qui a joué le rôle d'aptène. Maintenant, nickel plus protéine, parce que c'est la même cellule qui s'est proliférée. Donc il y a eu une activation du LT et j'aurai la formation de cellules, de nouvelles cellules qui sont des LTH mémoire. Tout ça, c'est des LTH mémoire qui peuvent se souvenir de mon aptène. Ils ont d'autres caractéristiques. La caractéristique, c'est qu'ils portent des molécules d'adhésion. C'est qu'ils portent à leur surface des molécules d'adhésion. De type LCAM et VCAM. Excellent. De type LCAM et
VCAM. LCAM et VCAM, qui appartiennent à la superfamille des immunoglobulines. D'accord? Attention, non, ce n'est pas la superfamille des immunoglobulines. On va voir plus tard. L'essentiel, il porte des VCAM et des LCAM. D'accord? Pour l'instant, on garde cette information. Les immunoglobulines vont être exprimées par les endocytes. Attention, on va voir cela plus tard dans la diabète. Donc, j'ai des molécules LCAM et des VCAM, d'accord, qui vont être exprimées à la surface de ces cellules. Donc, c'est quoi le résultat final de cette réaction, de tout ce tralala? C'est quoi le résultat final? C'est que j'ai pu, très bien, c'est que j'ai pu obtenir des cellules LTH, une mémoire, qui portent des LCAM et des VCAM, des molécules d'adhésion, et qui peuvent reconnaître mon aptène, qui peuvent reconnaître mon antigène, mon antigène une fois qu'il est fixé bien sûr sur des protéines humaines. Donc j'ai des cellules qui sont sensibilisées. Et j'appelle cela la phase de sensibilisation. Est-ce qu'on est d'accord? Ces différents LTM, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces LTH1M, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent circuler dans l'organisme. Ils vont circuler partout dans l'organisme. Ils vont aller dans les différents tissus. Supposons qu'une cellule maintenant, elle est là. Elle va aller vers le sang, d'accord? Et du sang, elle va aller dans les différents tissus. Elles peuvent aller dans la peau, elles peuvent aller dans les reins, elles peuvent aller dans l'estomac, dans le tube digestif, d'accord? Et elles sont en train de balayer mon organisme. Quand elles arrivent devant les endocytes ne sont pas activés. Les endocytes ne portent aucun récepteur qui peut fixer les leucocytes. Les endocytes ne portent aucun lors du premier contact. D'accord? Il n'y a pas encore en même temps la fixation de récepteurs ou de molécules d'adhésion sur les endocytes, sur les cellules de la paroi. Il y aurait une migration. Très bien, sinon il y aurait eu une migration vers le site inflammatoire ou vers le site d'introduction de l'antigène. Et là, il ne se passe rien. Elles sont juste en train de balayer l'organisme. Pourquoi elles sont en train de circuler un peu partout de l'organisme? Pour chercher cet antigène. Est-ce qu'il y a cet antigène? D'accord? Ou bien, qu'est-ce qu'il va y avoir? J'ai une cellule. La cellule, elle circule dans le sang. Du sang, elle peut aller dans les tissus. Quand elle va dans le tissu, elle se retrouve où? Dans le milieu interstitiel. Où le milieu interstitiel, il est absorbé par quoi? Par la lymphe. Vous savez que le tissu interstitiel, il est réabsorbé par la lymphe. De la lymphe, elle se retrouve dans la circulation lymphatique. Et la circulation lymphatique, elle va les prendre vers les ganglions lymphatiques. On appelle cela la recirculation des lymphocytes. Donc les lymphocytes commencent par les ganglions. Les ganglions et les vaisseaux lymphatiques. Et on sait tous que les vaisseaux lymphatiques, ça bouge dans les veines. Où les veines vont aller dans le cœur, où le cœur va les pomper dans le sang, dans les artères, pardon. Puis les artères vont aller dans les tissus, puis les tissus vont donner le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel est récupéré par la lymphe va dans les ganglions, des ganglions vers les veines, des veines vers le cœur, du cœur vers les artères, etc. Le fameux cours de Wasat al-Dakhili que vous avez vu en 4e année au CEM. Très bien. Donc, il y a une communication, il y a une continuité des différents fluides de mon organisme. Excellent. Donc, il faut savoir que ces différentes cellules peuvent se localiser dans tous ces fluides. Elles vont aller dans les artères. Dans les artères, elles vont se retrouver dans les tissus. Des tissus, elles vont être récupérées par la lymphe. Par la lymphe, elles vont repartir vers les ganglions lymphatiques. Des ganglions lymphatiques, elles vont repartir vers le sang. Et elles sont en train de circuler. Dans l'organisme. Ça, c'était la première phase que j'appelle la phase de sensibilisation. Maintenant, supposons qu'il y ait un deuxième contact avec le même aptène. Je retouche du nickel. Et le nickel va se retrouver au niveau de ma peau. Il va se fixer comme la première fois à des protéines. Et il va former un antigène immunogène.
cet antigène va être reconnu par les macrophages, par les cellules de l'ingérence. Les cellules de l'ingérence maintenant vont sécréter des facteurs inflammatoires de la TNF-alpha, d'accord, de l'IL1. Ils vont sécréter des facteurs inflammatoires. Les cellules dendritiques, mais aussi les cellules épidermiques vont jouer aussi ce rôle. Ils vont commencer à sécréter des molécules inflammatoires. Ces molécules inflammatoires vont activer les endocytes. Ils vont activer les endocytes lors de la deuxième phase. Lors de la deuxième phase, vous savez très bien que ici j'ai du tissu, d'accord, j'ai de l'épiderme. Ensuite, sous l'épiderme, j'ai du derme. Sous l'épiderme, j'ai du derme, tout ça c'est du derme, d'accord, sous l'épiderme, j'ai du derme, et au niveau du derme, ou là un peu sous le derme, j'ai des vaisseaux sanguins, j'ai des vaisseaux sanguins, et les vaisseaux sanguins, ils ont une paroi, et la paroi des vaisseaux sanguins, elle est constituée par quoi? Par plusieurs couches, et la couche la plus interne, c'est les endocytes, ce sont les endocytes. Très bien. Donc ces endocytes vont me constituer mon fameux vaisseau sanguin. Ces endocytes vont me former mon fameux vaisseau sanguin. L'internalisation maintenant de mon antigène au niveau des cellules dendritiques va les activer. Ces cellules dendritiques vont s'activer et une fois activées, ils vont maintenant sécréter des facteurs inflammatoires. Ces facteurs inflammatoires vont activer les endocytes. Et les endocytes vont elles-mêmes exprimer des molécules d'adhésion. Les cellules endocytaires, les endocytes vont exprimer des molécules d'adhésion. Ces molécules d'adhésion qui sont portées ici par les endocytes, d'accord, elles vont reconnaître les molécules d'adhésion portées par les LTH1. Le LTH1 est en train de circuler, il est retrouvé ici, d'accord? Il se retrouve avec des molécules d'adhésion. Qu'il peut reconnaître, mais aussi avec d'autres facteurs que j'appelle les facteurs inflammatoires et qu'on avait vu dans le cours sur l'inflammation en anapathe. Je vous invite à voir la vidéo. Au cours d'une réaction inflammatoire, il y a une activation de l'endocyte. L'activation de l'endocyte, ça passe par l'expression de molécules d'adhésion, mais il y a d'autres variabilités. L'activation de mon endocyte va induire l'activation de sa membrane. Sa membrane est constituée de glycérophospholipides. Les glycérophospholipides sont constitués des glycérols, d'accord, d'un phosphore et d'acide gras. Il existe des acides gras qui sont à type d'acide arachidonique. L'acide arachidonique peut être tiré du glycérophospholipide membranaire. Quand je prends l'acide arachidonique, je peux le métaboliser. Je peux utiliser l'acide arachidonique dans la réaction inflammatoire. L'acide arachidonique va très bien, il peut suivre deux voies de métabolisation. La voie de très bien, deux voies. La voie cyclooxygénase et la voie lipooxygénase. La voie cyclooxygénase va me donner les prostaglandines, comme la fameuse prostacycline. La prostacycline et la prostaglandine I2. D'accord? Donc je vais synthétiser des prostaglandines, mais aussi des leucotriens. Très bien, ces leucotriens et ces prostaglandines, ce sont des facteurs inflammatoires. Donc ils vont aider l'inflammation. Comment? En réalisant des vasodilatations. Et ces vasodilatations vont être bien précises. Il y aura une vasodilatation qui prédomine sur le versant artériel. Pour augmenter la pression vasculaire in situ, pour augmenter la pression hydrostatique et pour faciliter la migration des cellules. On va voir cela plus tard. Donc il y a que le cours immunité anti-infectieuse. On va voir tous ces détails. Le plus important maintenant, c'est que vous sachiez, c'est que vous puissiez savoir que ces réactions inflammatoires, ou l'activation des cellules de l'ingérence pour la deuxième fois, elle va aider la réalisation de l'inflammation.
Donc ces molécules d'adhésion, elles ont permis à mes leucocytes de migrer. Mais LTH1 vont se retrouver au niveau du derme. Mais leucocytes 1 vont se retrouver au niveau du derme. Ce sont des leucocytes LTH1 mémoire spécifique contre ce aptène qui est le nickel. Là, il va y avoir quelque chose de très intéressant. Les cellules de Langerhans vont migrer. Elles vont partir de l'épiderme vers le derme. Elles vont rencontrer pour une deuxième fois mes lymphocytes et elles vont les réactiver encore une fois. Puisque c'est une LT mémoire, tu vas aller. Donc, d'accord. Donc, elle va s'en souvenir et elle va la réactiver. Cette réactivation va exploser la réaction du LTHM, d'accord, et le LTH1 va commencer à sécréter, à synthétiser des molécules pro-inflammatoires, la TNF-alpha, l'interleukine 1, d'accord, et certains facteurs de croissance, etc. Ces différents facteurs de croissance, ces différentes chimiokines, ces différentes interleukines vont être libérées dans le sang. Quand elles sont libérées dans le sang, elles vont attirer de nouvelles cellules. Qui sont des cellules inflammatoires non spécifiques. Comme le PNN, comme d'autres macrophages. Et il y aura une arrivée d'une grande quantité de cellules. Inflammatoires qui vont attaquer mon antigène et détruire mon tissu. Et c'est au cours de cette phase que je remarque les signes cliniques. S'il vous plaît. L'information sensible maintenant. La réaction inflammatoire, la phase effectrice, elle a été réalisée par quoi? Elle a été réalisée par des cellules immunitaires, qui sont des cellules immunitaires non spécifiques, comme les PNN, d'accord, comme les macrophages. D'accord, c'est des réactions non spécifiques. C'est une réaction cellulaire, mais non spécifique. Attention, elle n'a pas été réalisée par des LTC. Elle n'a pas été réalisée par des LTC. D'accord? Les CD8 ne jouent pas de rôle ici. Les LT cytotoxiques, les LT8, ce n'est pas elles les cellules impliquées dans la réaction cellulaire. Ce n'est pas des LT cytotoxiques, ce n'est pas des LTCD8 qui vont me réaliser la réaction inflammatoire. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça, l'hypersensibilité de type 4. Et la réaction tuberculinique va ressembler à cette réaction, c'est à peu près la même chose. Bien sûr, Tfadli, comme ça. Donc, la deuxième réaction, ou la réaction tuberculinique, elle va ressembler à cette première réaction, c'est à peu près la même chose. On reprend rapidement. Qu'est-ce qui se passe au cours d'une hypersensibilité de type 4? Nous sommes en train de parler d'un exemple, qui est l'exemple de l'hypersensibilité de contact. L'hypersensibilité de contact ou hypersensibilité dermique est une hypersensibilité au cours de laquelle j'ai des réactions inflammatoires cutanées. Que va-t-il se passer? J'ai une internalisation d'une petite molécule que j'appelle aptène. Cette molécule va être internalisée à l'intérieur de mon épiderme. Elle va rencontrer des antigènes de mon organisme. Elle va s'y fixer. En s'y fixant, elle va devenir immunologique. Elle peut déclencher une réaction immunologique. Cette réaction immunologique sera médiée au début par des macrophages in situ, qui sont appelés les cellules de Langerhans. Ces cellules de Langerhans vont reconnaître mon antigène, elles vont l'absorber, le phagocyter, la traiter, elles vont aller vers les ganglions lymphatiques, elles vont rencontrer des LT, elles vont se fixer sur des LTCD4, il y aura des messages, il y aura une stimulation, il y aura une fixation du HLA2, sur le CD4, il y aura une fixation du HLA2 de la cellule de Langerhans sur le CD4 du LTH. Il y aura une fixation de l'antigène porté par la cellule de Langerhans par le TCR, porté par le lymphocyte. Il y aura aussi d'autres messages comme la fixation du B7 sur le CD28. Il y aura aussi un message qui va envoyer la réponse vers une réponse LTH1 qui est la phase de libération de la molécule IL-12, de la fameuse molécule interleukine 12. Il y aura une activation de mon LTH. Le LTH va activer son CD3. Le CD3 va impliquer des messages intracellulaires. L'implication de ces messages intracellulaires va me
stimuler la sécrétion et la libération de récepteurs d'interleukine 2, mais aussi de l'interleukine 2 elle-même. L'interleukine 2 va être libérée. En étant libérée, elle va réaliser une action autocrine, elle va réaliser une réaction autocrine, elle va se fixer sur son récepteur. Une fois fixée sur son récepteur, elle va activer le LTH. Le LTH va proliférer, il va augmenter de nombre et j'aurai des LTHM spécifiques contre mon actène, contre mon antigène qui vont circuler partout dans l'organisme. Lors d'un deuxième contact, les mêmes cellules, les cellules de l'ingérence vont fixer le même antigène. Ils vont commencer à sécréter des molécules pro-inflammatoires. Ces molécules pro-inflammatoires vont activer les endocytes. Les endocytes vont exprimer des récepteurs, des molécules d'adhésion. Ces molécules d'adhésion vont reconnaître les molécules d'adhésion portées par les LTH. Les LTH vont se fixer sur les endocytes. Ils peuvent réaliser la fameuse diapédèse. Et donc, j'aurai des LTHM, des LTH1 in situ au niveau du site inflammatoire. Ces LTH1 vont pouvoir libérer, ou elles vont rencontrer les cellules de l'ingérence, parce que les cellules de l'ingérence vont migrer de l'épiderme vers l'épiderme, elles vont les rencontrer, elles vont les réactiver, et il y aura libération de facteurs inflammatoires. Les facteurs inflammatoires vont attirer d'autres cellules inflammatoires, comme les macrophages et les polynucléaires neutrophiles, et il y aura une explosion inflammatoire. Au niveau de mon site inflammatoire. Est-ce que c'est clair? C'est ça, l'hypersensibilité de type 4. On vous dit, oui. 72 heures, c'est le moment où il y a le deuxième et l'apparition de ces Oui, c'est entre le deuxième contact et l'apparition du disque. Oui. Au cours dans certaines situations, justement, dans certaines situations. Ah, pourquoi il faut 72 heures? Parce qu'il faut qu'il y ait une réinternalisation d'un antigène. Il faut qu'il forme un nouvel antigène. Il faut qu'il soit phagocyté une nouvelle fois par le cellule de l'ingérence. Elle doit pouvoir l'apprêter. Elle doit migrer, présenter aux endocytes. Les endocytes doivent synthétiser elles-mêmes, elles doivent être activées, elles doivent synthétiser des molécules d'adhésion. Il faut qu'il y ait une probabilité assez importante pour que les lymphocytes spécifiques contre cet aptène arrivent. Parce que vous avez des millions de lymphocytes qui sont en train de circuler. Les amis, j'ai un coup de chance où la molécule TAC, la cellule qui est spécifique contre cet aptène, elle se fixe sur l'endocyte et qu'elles sont internalisées. C'est pour cela que ça prend du temps. Très bien. On vous dit que dans certaines situations, je peux avoir un seul contact avec l'antigène. C'est-à-dire qu'un nouveau pull, d'accord, je le porte une fois, d'accord, on va moi 10 jours, tu donnes l'hypersensibilité, pourquoi? On vous dit que ces antigènes fixés, ces complexes aptènes peptides, ils peuvent persister dans les tissus cutanés. Ils peuvent persister, réaliser la première réaction, puis persister, et laisser le temps aux endocytes d'exprimer des récepteurs, et laisser le temps aux LT d'exprimer des molécules d'adhésion, et puis être représenté une deuxième fois par les cellules de l'ingérence. C'est comme si, c'est à peu près la même chose. Au lieu d'avoir un premier contact et un deuxième contact, j'ai un contact très prolongé. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça le mécanisme de l'hypersensibilité de type 4. On a terminé avec l'hypersensibilité de contact. On va voir très rapidement l'hypersensibilité tuberculinique et la fameuse hypersensibilité granulomatose. Est-ce que vous avez compris? Qui a une question? Ou deux, ou trois? Qui a des questions? Fadlé. Oui, qui marque comme la dernière fois. C'est des facteurs, puisqu'on a parlé d'hypersensibilité de contact. L'hypersensibilité de contact, elle est médiée, comme toutes les hypersensibilités, elle est médiée contre des agents qui sont normalement non pathogènes. Certaines personnes, quand il y a introduction du nickel, il y a une réaction inflammatoire, d'autres non. Donc il y a une prédisposition. Oui. Encore. On avance. Très bien.
Donc, l'hypersensibilité de contact, on va lire gentiment ce qui est écrit dans le cours, d'accord, se développe au point de contact avec l'antigène et se manifeste par un eczéma. Un eczéma, c'est une manifestation clinique. C'est avec la rougeur, l'érythème cutané. C'est la manifestation clinique. Très bien. Les agents en cause peuvent être le nickel, le chrome, le sumac grimpant, qui est une plante, le whey, le dinitrochlorobenzène, DNCB, etc. L'antigène est un aptène qui pénètre dans l'épiderme et se conjugue aux protéines de la peau de manière covalente. Il va s'y fixer d'une façon assez solide, ce qui conduit à la formation d'un néo-antigène, un nouvel antigène. Très bien. Très bien. Au cours de la phase de sensibilisation, qui est la première phase, l'aptène couplé aux protéines de la peau est pris en charge par les cellules de Langerhans. D'accord, cellules de Langerhans qui va jouer le rôle de CPA, de cellules présentatrices d'antigène. Elle va s'activer. Elle va aller au ganglion satellite. Elle va activer le LTCD4. Vous voyez, on a tout dit. D'accord. Les CPA s'activent. Les CPA vont s'activer et sécréter des facteurs inflammatoires comme l'interleukine 1, TNF-alpha, GM-CSF. D'accord, vous les apprenez. Et reçoivent également un signal provenant des kératinocytes. Même les cellules épidermiques sont impliquées. Sécrètent les mêmes cytokines suscitées. Très bien. Encore. Au niveau du ganglion, les cellules de Langerhans vont présenter l'antigène en association avec le CMH2, l'hymen, aux LT4. La phase de sensibilisation est silencieuse, production de LTH1 mémoire à molécules d'adhésion cellulaire. Il y aura une expression sur la surface leucocytaire de molécules d'adhésion et des récepteurs pour les chimiokines. Maintenant, elles sont prêtes à être resensibilisées. Elles sont prêtes. Très bien. Est-ce que vous voyez pourquoi la phase de deuxième rencontre avec la cellule de Langerhans est importante? Maintenant, la cellule elle a évolué. Elle a évolué et sa maturité, et son affinité s'est maturée. Maintenant, elle a plus de récepteurs de chimiokines. D'accord? Elle a des molécules d'adhésion. C'est comme si vous, d'accord? Il dit لك واحد يحقرك يقتلك بالضرب. d'accord? وما عندوش يدير انت تشفى عليه. هكا انت طبيب انت تشفى عليه مليح وما عندوش دير تروح تقعد 10 سنين وانت تونطريني tu vas t'entraîner te muscler pour devenir très fort وما تعاود تحكي واش دير له تسمح له ولا تضربه les LTHM ما يسمحوش d'accord les LTHM ne vont pas lui pardonner très bien donc est-ce qu'il faut faire comme les LTHM ou pas je ne sais pas. Il ne faut pas faire comme les LTHM parce que les LTHM sont en situation ce qu'on appelle... Quand est-ce que la violence est permise? Quand est-ce qu'il est permis d'être violent? La violence n'est pas une solution, mais c'est un bon moyen des fois. Ah oui, c'est un bon moyen des fois. Donc on peut utiliser la violence en cas de légitime défense. En cas de légitime défense, on doit recourir à la violence. D'accord? Bon. Vous oubliez ça. L'essentiel, allez, on continue. Le LTH1 mémoire reste longtemps en circulation. Comme il commence à circuler, à tourner dans la circulation, comme des patrouilles qui sont en train de chercher cet antigène. Il est avis de recherche. Patience, patience. Je sais qu'il fait chaud, mais allez, prenez du plaisir. Imaginez que vous êtes dans un sauna et que vous profitez. Sauna avec cours en parallèle. Le LTH1M reste longtemps en circulation et peuvent passer dans les tissus, à savoir la peau, grâce aux molécules d'adhésion cellulaire exprimées à la surface. Ils peuvent passer, le PSAH, ils ne rencontrent l'antigène, ils ne peuvent passer à la circulation que s'il y a activation des endocytes, je le dis et je le redis, et ils ne peuvent réaliser la réaction inflammatoire que si ils sont activés par la cellule de Langerhans. D'accord? Donc, la phrase, ce n'est pas une contradiction, mais pour qu'il y ait la deuxième phase, la phase de sensibilisation, il faut qu'il y ait un deuxième contact, ou là, une autre activation par la cellule de Langerhans. Très bien. Donc, voici un petit schéma. Celui que j'ai dessiné est mieux, bien sûr. Donc, ça, c'est l'épiderme. D'accord, ça c'est ma fameuse cellule de Langerhans. Ça c'est mon aptène conjugué. L'aptène c'est le triangle. Ou la protéine du soie c'est le rond.
Donc j'ai obtenu cette petite étoile par la fusion des deux. Il va le reconnaître, il va le phagocyter et l'apprêter, et il va aller vers les ganglions. Au niveau des ganglions, il va rencontrer les LTCD4, il va les activer. Très bien. Au cours de la phase de déclenchement, dans les 10 heures, d'accord, deuxième contact avec l'antigène, complexe aptène protéine de la peau internalisé par la cellule de Langerhans, d'accord, complexe aptène protéine de la peau internalisé par la cellule de Langerhans, c'est-à-dire qu'il va y avoir pour une deuxième fois la même réaction. Il va y avoir internalisation de l'antigène par la cellule de Langerhans. Cette fois, elle va encore synthétiser des protéines inflammatoires, interleukine 1, alpha et bêta, TNF-alpha et chymiokine. Ils vont activer l'endothélium des vaisseaux au niveau du derme, expression de VCAM et de ICAM1. Donc attention, les VLA sont exprimés par les leucocytes et les VCAM et les VCAM et les ICAM1 sont exprimés par les cellules endothéliales. Parce que vous en avez vraiment besoin. Et finalement, pas de qui te font immunoglobuline, VCAM et ICAM1, ils appartiennent à la superfamille des immunoglobulines. Ce n'est pas parce qu'elles appartiennent aux immunoglobulines qu'elles doivent être exprimées par les leucocytes. D'accord? Ce sont les cellules endothéliales qui vont exprimer les immunoglobulines. Ce sont les cellules endothéliales qui vont exprimer les immunoglobulines comme molécules d'adhésion. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Le TH1M attiré par les chymokines va pénétrer dans la peau. Les cellules de Langerhans ayant capté l'antigène vont migrer de l'épiderme vers le derme, activent pour une deuxième fois le LTHM et continuent leur voyage vers le ganglion par la lymphe. La dernière partie, ce n'est pas important. Elles vont aller de l'épiderme. S'il vous plaît, on se concentre. Très bien. Il faut savoir, vous vous souvenez de la première phase. Est-ce que vous vous souvenez de la première phase? Au cours de la première phase, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'il y avait une phagocytose. De quoi? Il y avait une phagocytose de l'antigène par la cellule de Langerhans. Puis, la cellule de Langerhans allait partir vers le ganglion lymphatique. D'accord? C'est au cours de la première phase. Au cours de la deuxième phase, elle va réaliser la même chose. Elle va refaire la même chose. Elle va aller de l'épiderme vers le derme, vers les vaisseaux lymphatiques. Elle va rencontrer les LTH1. Pour aller dans les ganglions et elle les a rencontrés. Donc elle va continuer son chemin vers la lymphe. L'essentiel, c'est qu'il y a eu cette rencontre. Et il y a eu une rencontre ou une activation des LTH1M. Les LTH1M sont activés, ils vont commencer à sécréter des protéines pro-inflammatoires, infiltration du derme et de l'épiderme par des cellules mononucléées et les LT. Il y aura une attraction des cellules inflammatoires et une explosion inflammatoire au niveau du site. Voilà. Évolution, à la fin des 72 heures, il y aura une disparition de la réaction après élimination de l'antigène. D'accord? Et attention, il faut que le premier contact et le deuxième contact soient rapprochés. D'accord? Au bout de 72 heures, tout disparaît. Maintenant, c'est comme si vous gardiez avec. Qu'est-ce qui donne un eczéma de contact? Ce sont des habits, d'accord, qui peuvent contenir ces molécules. Maintenant, vous portez le tricot ou le tissu, on continue, il y aura plusieurs contacts. D'accord? Elle va ça a une activation, la première activation, puis la deuxième activation rapidement. Dans les 10 heures, ça va la réaction inflammatoire, et dans les 72 heures, elle va se terminer et tous les signes vont disparaître. Très bien. Les cellules mononucléées, les kératinocytes ainsi que les mastocytes du derme interviennent dans cette phase de résolution de la réaction inflammatoire. Maintenant, toutes les cellules vont revenir à leur endroit et il y aura une absorption de l'œdème. D'accord? On va intervenir en arrêtant la vasodilatation des vaisseaux et tout redevient dans l'ordre. Et tout revient à son ordre. Très bien. L'hypersensibilité tuberculinique. On a terminé avec l'hypersensibilité de contact. On va voir l'hypersensibilité tuberculinique. L'hypersensibilité tuberculinique, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Je vais avoir un antigène. Ça n'est quelque chose d'un peu particulier.
regardez ce qui va se passer. La porte d'entrée de la tuberculose, en général, c'est la voie respiratoire, c'est la voie pulmonaire, par les gouttelettes, les fameuses gouttelettes de Fletch, d'accord, les gouttelettes de Fletch, avec une certaine rapidité nécessaire, hein? D'accord, avec une certaine rapidité nécessaire. Donc il faut qu'il y ait un contact direct. لازم يكون المسيو قابلك ويعطس لك bien في وجهك, d'accord, on تتنفس العطس تاعو pour qu'il y ait une introduction assez importante de Mycobacterium tuberculosis et qu'il y ait l'infection. Vous dites que c'est très rare, hein? Oui. D'accord? Non, tu deviens triste. Quand on sait, on devient triste. Je me dis que peut-être que je vais mourir à cause de ça. Attention, la tuberculose est plus que le paludisme. Qu'est-ce qui rend la chose moins jolie et moins importante? L'habitude. C'est l'habitude qui tue la beauté. Et c'est l'habitude qui tue ce qui est important. Les Algériens, les Nord-Africains considèrent les Allemands comme étant beaux parce que c'est quelque chose d'inhabituel. Et les Allemands considèrent les Nord-Africains comme étant beaux parce que c'est quelque chose d'inhabituel. Les Européens, ils aiment bien les bruns physiquement. Ou les Nord-Africains, les Africains, ils aiment bien les blancs au ND. Ça, parce que c'est quelque chose d'inhabituel. Donc, quand c'est quelque chose d'inhabituel, on en a peur. Quand on connaît le paludisme, vous avez peur du paludisme. Vous savez, par contre, la tuberculose ou la paludisme, d'accord, vous allez choisir la tuberculose. Pourquoi? Parce par habitude. Parce que l'Algérie est un pays endémique. Il a chopé la tuberculose. Donc, c'est tellement fréquent qu'on s'est habitué, alors qu'elle tue des milliers de personnes par an. Et elle tue beaucoup plus que le paludisme. Par contre, le cas comme la République démocratique du Congo, je connais une personne qui a tué la République démocratique du Congo, un camarade, un collègue, tu sais, ça va pas vraiment. J'ai le palu et la typhoïde. D'accord? Donc par habitude, ils sont habitués au paludisme. D'accord? Car si tu es dans un pays endémique au paludisme et que ton séjour va dépasser une année, tu ne vas pas prendre la chimiothérapie prophylactique. Quand le séjour dépasse les 6 mois, il n'est plus indiqué de prendre l'anophèle femelle où elle va te piquer. D'accord? Très bien. Donc c'est l'habitude qui tue l'importance. La tuberculose dit normale parce qu'on est habitué à la tuberculose. Très bien. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. En Algérie, il est très facile d'avoir ce contact. Dans le bus, d'accord? Tu respires et tu as la tuberculose. Tu vas attraper la tuberculose parce que c'est très fréquent en Algérie. Très bien, donc l'internalisation, elle est pulmonaire. L'internalisation de la tuberculose ou de la primo-infection tuberculeuse, elle a lieu au niveau respiratoire. C'est au niveau des poumons que la tuberculose ou que le Mycobacterium tuberculosis, dans certains cas très rares, le Mycobacterium bovis, peut s'internaliser dans mon organisme. Quand il va s'internaliser au niveau de mon organisme, il va être considéré comme un antigène. Maintenant, la bactérie maintenant, attention, tout à l'heure je parlais d'un aptène, maintenant ce n'est pas un aptène, c'est quelque chose de beaucoup plus consistant, c'est une cellule, c'est une bactérie, c'est un Mycobacterium tuberculosis. Le Mycobacterium tuberculosis, c'est une bactérie intracellulaire. Elle va être reçue au niveau des poumons, au niveau des alvéoles pulmonaires, au niveau du tissu conjonctif par des cellules dendritiques. Donc voici la tuberculose, le bacille de Koch. Voici le bacille de Koch. Gary, تعرفوا Gary? L'escargot à Bob l'éponge. Vous ne connaissez pas.
Bon, la tuberculose, le Mycobacterium tuberculosis. Ce Mycobacterium tuberculosis, il va être reconnu par une cellule dendritique. Il va être phagocyté. Il va être phagocyté. Mais, c'est bientôt l'Aïd, et on peut avoir une maldigestion. Certaines personnes souffrent de maldigestion. La cellule dendritique mskina, elle va souffrir de maldigestion. Elle va phagocyter le Mycobacterium tuberculosis qui va se retrouver à l'intérieur de son cytoplasme. C'est une maldigestion. Elle va se retrouver à l'intérieur d'un lysosome, le Mycobacterium tuberculosis. D'accord, il va se retrouver à l'intérieur d'un lysosome où je vais essayer de réaliser une explosion oxydative, où je vais essayer de le tuer en vain. Il persiste à l'intérieur des phagocytes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, la cellule dendritique? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en prendre juste une petite partie. Elle va commencer à le léser. Elle lui enlève des antigènes. Et elle va les exprimer à sa surface. Toujours lié au HLA2. D'accord, toujours lié au HLA2. Et elle va suivre le même chemin que dans l'hypersensibilité de contact, c'est-à-dire qu'elle va aller dans les ganglions, qu'elle va rencontrer des CD4, elle va les activer en présentant le HLA2 avec l'antigène. L'antigène sera reconnu par le TCR, le HLA2 sera reconnu par le CD4. L'activation du CD4 et du TCR va activer le CD3. Le CD3 va activer des récepteurs de l'IL2, il va commencer à sécréter de l'IL2. Le IL2 va stimuler le récepteur à l'IL2. Il y aura aussi une sécrétion par la cellule dendritique de IL12. Le IL12 va activer le LTH0 pour qu'il devienne LTH1. Et il y aura une maturation, une prolifération des LTH1 qui vont migrer pour aller dans les différentes régions de mon organisme. Et donc, je vais avoir des LTH1M, d'accord, qui vont aller partout dans mon organisme. Comme la première fois, comme les LTH1 de la Terre, comme les LTH1 du nickel. Supposons maintenant que je prends des protéines de ce BK. Le BK, il est à l'intérieur de l'organisme. Maintenant, je prends un autre BK dans un laboratoire. Je prends un autre BK et ce BK, je lui enlève ses protéines. Quand vous commencez à l'éplucher, je vais éplucher le Mycobacterium tuberculosis. Je vais lui enlever ses antigènes. Et ces antigènes, je vais créer avec eux une injection que j'appelle l'injection tuberculénique qui contient des antigènes du Mycobacterium tuberculosis. Cette personne-là, si je lui injecte au niveau du derme, au niveau sous-cutané, si je lui injecte ces protéines, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une réaction, oui, il y a une reconnaissance de ces antigènes par les LTH-M1. Il y aura les mêmes étapes inflammatoires qui seront réalisées au niveau au niveau de l'injection. Il y a une petite différence. La réaction inflammatoire ici n'est pas un érythème, une macule, c'est un érythème plus une induration. Il y aura une induration, la potentielle endure. D'accord? Et les consensus internationaux ont fait en sorte que c'est à partir de l'induration que je mesure l'importance de la présence des bactéries. Donc si l'induration elle est importante, si j'ai une... Ça a été déjà infecté. C'est là qu'il a été. معلش نقول لكم حاجه كامل شو بالك ندير لكم ايديا عايشين في الجزائر كامل vous avez une lettre de réaction. Mais si elle est importante, elle est spécifique au Mycobacterium. Non, si elle est importante, vous allez voir ça en pneumo l'année prochaine.
d'accord, 10 mm, 15 mm chez l'enfant, chez le vacciné, chez les non-vaccinés, qui a eu plusieurs éducations. C'est-à-dire que l'infection est récente. L'infection est récente et importante. Donc j'établis le diamètre de l'induration pour prouver qu'il y a eu une infection importante. كامل عندكم tuberculose. بالك واحد فيكم دوكا ومالي يتصلى واحد il va y avoir une petite internalisation de mycobacterium. Dès un stage, un service de pneumo, vous allez avoir des IDA positifs. D'accord? Mais le fait de trouver une intradermoréaction, une induration avec un diamètre important, ça veut dire que la quantité d'antigène est importante. Donc, je vais penser à une infection par le mycobacterium tuberculosis. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, cette IDA, elle n'est pas réalisée pour poser le diagnostic de tuberculose. Attention, le diagnostic de tuberculose pulmonaire, c'est un diagnostic bactériologique qui est réalisé soit par un examen direct ou la après-coloration, par la fameuse coloration de ZN5, etc. C'est très rare, d'accord, de retrouver ça positif. Dans les formes pulmonaires, on peut trouver, même si elle est un peu possible mais on peut retrouver cette recherche positive. On fait surtout des cultures aussi, des cultures. Et il y a d'autres méthodes nouvelles, d'accord? Et je peux réaliser la PCR, etc. D'accord? Il y a des moyens de diagnostic. L'IDR, quand est-ce qu'on indique une IDR? L'IDR, elle est indiquée pour participer à un faisceau d'arguments, lorsque je suspecte une tuberculose extrapulmonaire. Lorsque je suppose une tuberculose extrapulmonaire. Par exemple, je suspecte une tuberculose intestinale. D'accord? Le plus souvent, elle est iliocécale. Avant d'indiquer la biopsie ou l'IDR à la tuberculine. Quand je fais une IDR à la tuberculine que je la trouve positive, ça va me mettre à l'aise. Et je vais continuer ma recherche. D'accord? Très bien. Très bien. Donc les étapes, elles sont les mêmes. Et qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré une seule nouvelle information. C'est que le Mycobacterium tuberculosis est difficile à digérer. Et l'information, vous la gardez. On en aura besoin pour le troisième type d'hypersensibilité du type 4. Attention. Le Mycobacterium tuberculosis est difficile à digérer. Très bien. Est-ce que vous avez compris? Allez, on continue. L'hypersensibilité tuberculinique, elle est induite par des antigènes solubles appartenant à divers micro-organismes. Pourquoi je parle d'antigènes solubles? Attention, vous vous concentrez. Ici, je parle d'hypersensibilité qui est due à des facteurs solubles. Pourquoi? Parce que l'hypersensibilité, ce n'est pas l'infection à la tuberculose. L'hypersensibilité, c'est l'intradermoréaction. Attention. L'infection à la tuberculose n'est pas une réaction d'hypersensibilité. C'est une infection. Mais l'intradermoréaction, où j'introduis le même antigène au niveau de la peau et que j'obtiens une induration, d'accord? C'est ça l'hypersensibilité. Pourquoi je considère cela comme une hypersensibilité? Parce que j'ai introduit dans la peau, je n'ai pas introduit des bactéries, j'ai introduit des protéines, j'ai introduit des molécules qui sont inertes et des molécules qui ne sont pas dangereuses. Mais ça, elles ressemblent aux protéines portées par la tuberculose. Ce sont des protéines qui ressemblent à la tuberculose, mais qui sont de simples protéines non nocives. Ce n'est pas des protéines nocives. À l'inverse, c'est une hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est ce qui se passe ici, par l'infection tuberculose. D'accord? Très bien. Parce que la tuberculose, c'est pathologie. C'est une pathologie. Quand il y a une réaction immunitaire contre la tuberculose, c'est quelque chose de bien. Excellent. Ce n'est pas une hypersensibilité. Bravo. Très bien. Donc, elle a été décrite par Mokor, d'ailleurs. L'IDR, injection sous-cutanée d'antigènes solubles, on a expliqué cela. Dérivé du bacille tuberculeux, on appelle ces protéines, les protéines, je l'appelle tuberculine. Elle va me donner un état fébrile, un malaise général et surtout une induration au site d'injection. Très bien. La tuberculine est le nom donné à différentes substances extraites des cultures du bacille de la tuberculose. Leur caractère commun est de provoquer chez les sujets qui ont été infectés par ce bacille une réaction locale ou générale. Les sujets
qui ont été infectés. Chez les sujets qui ont été infectés. D'accord? Très bien. Très bien. Une IDR à la tuberculine positive est habituellement le témoin d'une tuberculose infection latente, à une infection latente, ou d'une tuberculose maladie. On ne l'utilise pas pour poser le diagnostic de la tuberculose maladie, on l'utilise pour prouver la présence d'une tuberculose extrapulmonaire. Mais d'autres mycobactéries atypiques ou la vaccination par le BCG peuvent entraîner des réactions positives. Par réaction croisée. Supposons qu'une personne muskina, elle s'est vaccinée. Elle s'est vaccinée à la BCG. Elle s'est vaccinée à la BCG. La BCG, c'est quoi? Les bacilles de Calmette et Guérin. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Je vais introduire à l'intérieur de mon organisme, d'accord, des protéines tuberculeuses, d'accord, pour sensibiliser mon système immunitaire contre la tuberculose, pour qu'on ne sait jamais, si je rencontre cet antigène, je vais attaquer rapidement la tuberculose. C'est un vaccin, c'est le principe du vaccin. Mais la présence de ces antigènes, elle peut me créer des LTHM, puisque c'est un contact avec l'antigène. Le vaccin est un contact avec un antigène non nocif. Donc, l'organisme peut se souvenir de cette vaccination, et lorsque je introduis pour la deuxième fois le même antigène, c'était quoi la première fois? La première fois c'était le vaccin. La deuxième fois c'est quoi? C'est l'IDR. Donc la première fois d'être un vaccin. Le vaccin c'est des antigènes tuberculiniques. Il a développé une réaction inflammatoire. Oui, les cellules dendritiques ont phagocyté la tuberculose, les protéines tuberculiniques, et ils les ont présentées au LTHM, au LTH, ou les LTH-CD4 sont devenus LTH1M, les LTH1M commencent à circuler, ou bien il y aura une reconnaissance. D'accord? Lors du deuxième contact, je vais injecter l'IDR à la tuberculine. Cette IDR à la tuberculine, c'est les mêmes protéines. Donc je peux avoir une IDR positive. Une IDR positive juste par vaccination. Est-ce que la vaccination protège contre la tuberculose? On dit que la vaccination protège contre les formes graves de tuberculose. Chose qui n'est pas prouvée. On n'a aucune preuve que le vaccin peut protéger contre la tuberculose. Vous ne redites jamais ça, on peut m'enlever ou refuser de me donner mon diplôme de médecine, ou me renvoyer de l'ordre des médecins. D'accord? Non? C'est? Oui. Oui. Non, ça c'est une information importante, elle fait partie du cours. Attention. Les vaccins, il y a un débat sur la vaccination. Est-ce qu'elle est importante ou pas? Est-ce qu'elle représente un facteur de risque à certaines maladies, comme la sclérose en plaques, pour le vaccin contre l'hépatite B ou pas? D'accord? Il y a certains débats. Certains de ces débats ont été réglés, comme celui de l'hépatite B. Donc je vous invite à vous vacciner contre l'hépatite B. Vous ne pouvez pas rester sans vaccin parce que c'est très dangereux. L'hépatite B est une maladie très grave, très grave. D'accord? Elle peut aboutir à une cirrhose. Elle peut aboutir à un carcinome hépatocellulaire, un cancer. D'accord? C'est très difficile à gérer et c'est très facilement évitable. Et vous, en tant que praticien, vous pouvez la choper très rapidement. Parce que la société algérienne, qui a fait absef l'hépatite B, qui a plein de foyers. D'accord? Donc il faut essayer de vous faire vacciner. Vous avez la sclérose en plaques. Mamak? Un cousin, une cousine? Des deux côtés, des cousins des deux côtés. Et voilà, je ne peux pas vous chauffer. La théorie c'est la pratique elle est difficile. Je ne peux pas me mettre à votre place. Scientifiquement, on a prouvé qu'il n'y a aucun rapport. Mais ça reste à vous de choisir. D'accord? Ce sont des cousines. Maintenant, des parents de deuxième degré, direct, d'accord? De troisième degré. Oui. Il faut voir un infectiologue. Donc quand on a un professeur de psy, on dit c'est clair. Allez, on continue. Le mécanisme, Mycobacterium tuberculosis infectant, il va stimuler les cellules dendritiques, ils vont le présenter au LTCD4 et au LTCD8, c'est la sensibilisation. Il y aura une petite sensibilisation des LT8. Il va aussi être sensibilisé, mais ce n'est pas eux qui vont réaliser la majeure partie de la réaction inflammatoire. L'IDR à la tuberculine chez un tel sujet qui a été déjà infecté, entrant dans un deuxième contact, dans un deuxième contact avec le même antigène, induit l'activation
des cellules de Langerhans qui présentent l'antigène au LT effecteur mémoire. Donc attention, au cours de la première phase, il y a deux types de cellules présentatrices d'antigène. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à comprendre? Essayez de vous concentrer avec moi. La première fois, il y a l'entrée de l'antigène, elle s'est faite par deux endroits différents. La première fois, c'était une primo-infection tuberculeuse. D'accord? Donc il est entré par les poumons. La deuxième fois, c'est au niveau de la peau. Chaque tissu, il possède sa cellule présentatrice d'antigène. Donc quand il est entré par les poumons, c'était les cellules dendritiques qui l'ont reconnu. Mais lors du deuxième contact, je l'ai introduit dans la peau. Dans la peau, ce sera les cellules de Langerhans, comme pour l'hypersensibilité de contact. D'accord? Très bien. Est-ce que tout le monde a compris? Vous avez compris? Vous, d'abord. Sûr? Très bien, parce que je vois des interrogations. Il y a production de cytokines, IL-1, TNF-alpha, active l'endothélium vasculaire, expression des VCAM et des ICAM, c'est la même chose. Sécrétion de chymokines, il y aura sécrétion d'IFN-gamma qui est très spécifique de la réaction cellulaire, active les macrophages, recrutement de polynucléaires et monocytes, cellules dendritiques et LT, il y aura un infiltrat cellulaire au niveau du derme qui est constitué de 80 à 99% de monocytes macrophages. Les LTCD4 et LTCD8 vont aussi intervenir. La réaction contre, il faut savoir que l'immunité contre la tuberculose, elle implique les LTCD8 aussi. Elle implique les CD8 parce que c'est une réaction spécifique. On va parler du granulome giganto-épithéliocellulaire. Où je retrouverai aussi des LT. Très bien. Les macrophages sont des CPA. Dans cette réaction. Donc, ce sont les macrophages qui vont présenter. Je parle de quel macrophage? Je parle des macrophages au niveau cutané. Ce sont les cellules de Langerhans. De Langerhans. Je vous avais dit que les cellules de Langerhans étaient des macrophages. Ils appartiennent à la lignée monocyte. Les cellules dendritiques participent également. Les cellules dendritiques, elles ont participé où? Au niveau pulmonaire. Très bien. Voilà. Donc, voici mon épiderme. Ça, c'est l'injection. C'est l'injection de tuberculine, d'accord? Ici, elle va être reconnue par mes fameuses cellules dendritiques. Et les cellules dendritiques vont réaliser la même chose. Elles vont partir vers les ganglions, elles vont activer les LT4, d'accord? Et il y aura une arrivée accrue des cellules inflammatoires, et il y aura une réaction inflammatoire in situ. Très bien. Résolution en 5 à 7 jours, elle va disparaître. Si l'antigène persiste dans les tissus, on obtient une hypersensibilité granulomateuse qu'on va découvrir. Je viens de vous dire que la tuberculose, ou le Mycobacterium tuberculosis, était difficile à digérer. Le Mycobacterium tuberculosis est difficile à digérer, donc il peut persister dans les phagocytes. Application en pratique courante, on a l'IDR à la tuberculine, mais il y a aussi d'autres IDR qui sont spécifiques aussi à des bactéries intracellulaires, d'accord, comme le Candida albicans, le tétanos, etc. Donc elle n'est pas utilisée seulement pour la tuberculose. L'hypersensibilité granulomateuse. On a terminé avec l'hypersensibilité de contact, on a terminé avec l'hypersensibilité tuberculinique qui se ressemble tellement. On va parler maintenant de l'hypersensibilité granulomateuse qui est en fait une évolution des deux précédentes hypersensibilités. Regardons ce qu'il est en train de nous dire. Hypersensibilité granulomateuse. Elle résulte de la persistance dans les macrophages et les cellules dendritiques de micro-organismes intracellulaires résistants. Comme le bacille de Koch. Particules que la cellule est incapable de détruire. Par exemple, la cellule phagocytaire, elle va phagocyter une molécule, mais elle est incapable de détruire. Elle est incapable de s'en débarrasser. C'est comme si vous avez un tatouage. Le tatouage, pourquoi les macrophages n'attaquent pas le tatouage? C'est vrai. Le tatouage, c'est de l'encre. Ou là, c'était de l'encre. Et cette encre, c'est
C'est un corps étranger. Pourquoi il n'est pas phagocyté? Cherchez. Cherchez et dites-moi, d'accord? Vous êtes jamais tatoué. Vous n'avez jamais vu une personne tatouée au début, lorsqu'elle s'est fait tatouer. Arrêtez bien. Est-ce qu'il y a une réaction inflammatoire? Oui, il y a une réaction inflammatoire. Mais ces particules sont indigestes par les phagocytes. Ce sont des molécules géantes que je ne peux pas phagocyter. Je crois que vous avez vu cela en anapathe, le tatouage. Cherchez et dites-moi. L'hypersensibilité granulomateuse, soit c'est des particules, que je ne peux pas digérer. Oui. L'hypersensibilité granulomateuse, on continue, soit elle est due à la persistance de molécules que je ne peux pas digérer, soit à la persistance de bactéries complètes à l'intérieur de mon organisme. D'accord? Il en résulte une stimulation chronique des LT avec la production de cytokines et la formation d'un granulome. Je suis au niveau des poumons. Au niveau des poumons, j'ai des macrophages, j'ai des cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques vont phagocyter les mycobacterium tuberculosis. Mais en le phagocytant, d'accord, ils vont le faire subir l'action lysosomiale et la superoxydation et tout, mais ils ne peuvent pas le détruire. Ils commencent à lui enlever des antigènes. Les antigènes, ils vont les utiliser pour activer les LT. Mais ils persistent à l'intérieur. Et ils continuent à stimuler la cellule dendritique, ou la cellule dendritique continue à activer les autres cellules. Donc j'aurai une inflammation chronique. Très bien. Dans les caractéristiques immunitaires typiques sont la présence de... ça c'est de l'anapathe, c'est important. Donc, et tout ce qui est chronique, l'organisme a besoin de le localiser, de l'emprisonner, pour empêcher la dispersion de cette inflammation et pour réduire au maximum la quantité de tissus lésés. Donc, il va emprisonner cette réaction inflammatoire. Et donc, je vais avoir une description histologique constituée de une région centrale contenant des cellules que j'appelle cellules épithéloïdes. Les cellules épithéloïdes, ce sont des cellules qui ressemblent aux cellules épithéliales. Les cellules épithéloïdes, ce sont des cellules qui sont riches en réticulum endoplasmique granuleux. Sur une observation au microscope optique, je peux dire que la cellule épithéloïde est une cellule riche en REG. La cellule épithéloïde est une cellule riche en REG. La cellule épithéloïde est une cellule riche en REG. Très bien. Dans les caractères classes, les macrophages, on les connaît, ce que c'est qu'un macrophage, et parfois des cellules géantes. La cellule géante est une grosse cellule multinucléée. La cellule géante est une grosse cellule multinucléée. Donc, j'ai deux informations. La cellule épithéloïde est une cellule à REG riche. La cellule épithéloïde est une cellule riche en REG. La cellule géante est une grosse cellule qui résulte de la fusion de plusieurs cellules. C'est pour cela qu'elle est multinucléée. La troisième information, c'est que les cellules épithéloïdes et les cellules géantes dérivent des macrophages. Les cellules épithéloïdes et les cellules géantes dérivent des macrophages. Les cellules épithéloïdes et les cellules géantes dérivent des macrophages. Très bien. C'est la région centrale. La région périphérique contient des lymphocytes. C'est une réaction spécifique au cours de laquelle je peux avoir une activation des CD8. Du collagène. Le collagène va me donner de la fibrose. Voilà, ils ont écrit fibrose. En rapport avec une prolifération fibroblastique. Donc, qu'est-ce que j'ai au niveau de la périphérie? J'ai des lymphocytes et des fibroblastes. Et les fibroblastes vont nous synthétiser du collagène. C'est quoi le but final? C'est de prendre de la bactérie, l'entourer par des cellules destructrices, qui sont des macrophages, qui sont des cellules épithéloïdes, qui sont aussi des cellules géantes, même le commandos en dehors, qui est encore plus puissant, qui sont les LT.
par de la fibrose. Je leur dis, vous les tuez et j'emprisonne le tout. Je ne laisse rien sortir de cette région qui est une région d'alerte. Qui est une région d'alerte. Qui est une région d'alerte. Il y aura des réactions inflammatoires à l'intérieur de cette région que j'appelle granulome, et c'est un granulome que j'appelle épithélio-gigantocellulaire. Pourquoi je l'appelle épithélio-gigantocellulaire? Parce qu'il contient des cellules épithéloïdes, parce qu'il contient des cellules géantes, et parce qu'il contient d'autres cellules qui sont les lymphocytes et les fibroblastes. Les lymphocytes et les fibroblastes, donc c'est un granulome, il a un aspect granuleux en microscope optique, c'est un granulome épithélio-gigantocellulaire. Et dans la tuberculose, ce granulome épithélio-gigantocellulaire, il aura un aspect caractéristique qui est l'aspect de nécrose caséeuse. Ces différentes cellules qui sont en train de se suicider pour le bien de mon organisme, qui sont en train de se tuer, de réaliser des explosions oxydatives, elles vont se nécroser. Et cette nécrose, elle aura un aspect blanchâtre dans le groupe histologique. Elles auront un aspect caséeux. Vous connaissez c'est quoi un aspect caséeux? Caséeux est un adjectif qui dérive du caséum. Et le caséum est la protéine du lait. Donc, ce sera comme un gros morceau de camembert. D'accord? Ce sera un morceau de camembert. C'est-à-dire la nécrose caséeuse. Donc, le résultat de cette infection de cette inflammation que je suis en train de localiser, c'est la création d'un granulome épithélio-gigantocellulaire avec une nécrose caséeuse. Question QCM, est-ce que la nécrose caséeuse est spécifique à la tuberculose? Vrai ou faux? Oui. Faux? Qui a dit faux? Vous. Attendez une autre infection, pas une infection. Toutes les infections causées par la mycobactérie. Oui, je vous dis, est-ce qu'elle est spécifique au mycobacterium? Oui, à la tuberculosis, oui. Et l'aspect de granulome giganto-épithéliocellulaire n'est pas spécifique à la tuberculose, mais très bien, la spécificité de la tuberculose, du mycobacterium, c'est la présence de la nécrose caséeuse. Il est spécifique au mycobactérium. Très bien. Naam. La nécrose caséeuse, est-ce qu'elle contient des BK? Oui, je peux retrouver des BK à l'intérieur du granule. Oui. Très bien. Allez, on a terminé. Les cellules épithéloïdes, ce sont des grandes cellules aplaties à réticulum endoplasmique granuleux développé. Elles dérivent des macrophages activés en permanence par les cytokines. Elles sont tellement activées qu'elles vont se différencier en cellules épithéloïdes. Les cellules géantes, cellules multinucléées, plusieurs noyaux périphériques, le réticulum endoplasmique est peu développé avec des lysosomes et des mitochondries en dégénérescence. Elles sont appelées cellules de Langerhans. Il faut faire la différence, comme la dernière fois, entre les cellules de Langerhans et les cellules de Langerhans. Les cellules de Langerhans, ce sont les macrophages de la peau. Les cellules de Langerhans, ce sont les cellules géantes du granulome épithélio-gigantocellulaire. Donc les cellules géantes, je les appelle cellules de Langerhans. Les cellules géantes, je les appelle cellules de Langerhans. Très bien. Voici mon granulome. À l'intérieur, j'ai ma fameuse nécrose caséeuse. Voici quelques bacilles. Voici quelques bacilles de coque. C'est justement le but, c'est de les circonscrire, c'est de les laisser limiter. Très bien, les macrophages activés, d'accord? Les macrophages ayant phagocyté mes bacilles. Et ça, c'est des LTH. C'est des petites LT en bleu. D'accord? Très bien. Allez, on va voir quelques QCM on a terminé avec les hypersensibilités. D'accord? On a terminé avec les hypersensibilités. Très bien, donc on va voir quelques QCM. On vous dit l'hypersensibilité de type 1. Fait intervenir essentiellement dans son mécanisme. Le complément, oui ou non? Non. Les lymphocytes de type C cytotoxiques. Les anticorps facilitants. Les NK. Les IgE. Donc, les anticorps facilitants, on désigne par anticorps
facilitant l'opsonisation. Ils vont faciliter quoi? Un anticorps facilitant va faciliter l'opsonisation. On retrouve cela dans l'hypersensibilité de type 2. Même de type 3, on peut parler d'anticorps facilitants puisqu'il y a création de complexes humains. Les anticorps ne sont pas des anticorps facilitants, ils ne vont rien faciliter. D'accord? Il faut faire attention quand on répond au QCM. Quand on répond au QCM et qu'on retrouve des mots, ces mots hadouma, on doit les utiliser dans leur utilisation dans le cours. Un anticorps facilitant, je ne vais pas comprendre le mot facilitant une compréhension littéraire. Parce que Hakdak, c'est vrai, ce serait juste, parce que les IgE, ils vont faciliter la libération d'histamine. Mais la question que je dois me poser, c'est quoi la facilitation d'un point de vue immunologique? La facilitation est un phénomène au cours de laquelle je facilite l'opsonisation ou la phagocytose. D'accord? Deuxième QCM. Parmi les substances suivantes, le médiateur libéré lors de la dégranulation des basophiles est l'histamine. Interleukine 1, 2, 3. Quel interférent? Non. Haya. Kif. Quand on répond à un QCM, on doit bien lire l'énoncé. Je suis en train de vous dire le médiateur. Vous avez choisi l'histamine, vous devez vous arrêter parce qu'on vous demande de choisir un seul médiateur. Vous voyez comment il faut faire attention. Il ne suffit pas de comprendre le cours. Il faut s'entraîner. Tu es d'accord avec nous? Très bien. Allez, on continue. L'hypersensibilité de contact. Je vais vous tester maintenant. Nécessite des IgE, des anticorps fixant le complément, des complexes humains, des lymphocytes T sensibilisés, des anticorps précipitants. Donc, très bien, bravo. C'est une hypersensibilité retardée de type 4 faisant intervenir les lymphocytes T préalablement immunisés par le macrophage. Vous voyez les questions, il faut juste comprendre le cours, être à l'aise, bien lire et répondre. Les mkamou dit pour 18, Inch'Allah. T2, immuno, d'accord? Indiquez le ou les fragments. Indiquez. Les questions, comment? Vous voyez comme ça paraît facile. Indiquez le ou les fragments du complément capable d'induire une libération d'histamine. Quels sont les fragments du complément capable de libérer l'histamine? C'est un S, c'est 3A, c'est 3B, c'est un Q. Donc, excellent. C'est 3A parce que ce sont les anaphylaxines qui vont pouvoir libérer l'histamine. On vous dit ici, les anaphylatoxines sont le C3A et le C5A. Ce sont ces deux protéines du complément qui sont capables d'induire la dégranulation. Quels sont les médiateurs préformés par le mastocyste et libérés lors de la réaction d'hypersensibilité de type 1 immédiate? L'histamine, préformée. Anaphylatoxine. Non. Facteur d'activation, PAF. Héparine. Non. Thromboxane. Donc, AD ou la A. ACD. Les PAF sont des molécules préformées. S'il vous plaît, vous prenez le cours d'hypersensibilité de type 1 ou préformé, néoformé. D'accord? Les médiateurs préformés sont l'histamine, l'héparine, les enzymes, les facteurs chimiotactiques comme le ECFA, NCF, PAF. Donc PAF, le platelet activating factor, est préformé. Les médiateurs néoformés sont les leucotriènes, prostaglandine et la thromboxane A2. D'accord? Donc j'ai des médiateurs préformés, j'ai des médiateurs néoformés, vous les apprenez. C'est quoi les néoformés? Les néoformés parce que c'est facile, les autres ils sont préformés. Donc la voie prostacykline et la oxygénase et l'hypooxygénase, c'est clair. Elles vont me donner les leucotriènes et les prostaglandines, mais ils donnent la thromboxane A2. D'accord? Les autres facteurs, bien sûr, ils doivent être libérés, qui mènent les anaphylatoxines. C'est clair qu'ils ne sont pas libérés par le mastocyte.
Donc je ne vais pas le cocher. Mais puisque ce n'est pas un facteur néoformé, maintenant coché. D'accord? Il faut faire attention. Très bien. Quelle substance joue le rôle effecteur le plus important dans le phénomène d'Artus? Quelle substance joue le rôle le plus important dans le phénomène d'Artus? Le phénomène d'Artus, c'est une réaction locale de type hypersensibilité de type 3 locale. SRSA, ECFA, MIF, interférent gamma constituant C3 du complément. Aïe. Aftouche. Quelle une seule substance? C'est les protéines du complément qui vont intervenir dans la réaction inflammatoire locale. S'il vous plaît, on avait dit qu'on avait des complexes humains, les complexes humains allaient se déposer, en se déposant, ils vont activer soit la DCC, soit le complément. Donc, dans ces propositions, ceux qui ont assisté la dernière fois, on avait parlé des mécanismes qui allaient induire l'hypersensibilité de type 3. On avait parlé d'activation des plaquettes, de coagulation, d'activation du complément. Donc je dois chercher ces facteurs. Comme les QCM, mais il ne faut pas imaginer. Il faut se référer au cours. Une partie du cours où tu vois est-ce que la partie elle est comprise ou elle est la partie du cours. L'hypersensibilité de type 3 qui a une réaction inflammatoire médiée par le complément. Il coche le complément. MIF. Un accident médicamenteux d'origine immunologique. Un accident médicamenteux d'origine immunologique peut provoquer la maladie sérique, ou le choc anaphylactique, ou l'anémie hémolytique, ou le purpura thrombopénique, ou l'eczéma de contact. Comme hypersensibilité de type 1, de type 2, zouj de type 3. Pardon. Maladie sérique type 3, choc anaphylactique type 1, hémolytique de type 2, purpura thrombopénique de type 3, ou eczéma. Purpura thrombopénique, pardon, de type 2, ou eczéma de contact de type 4. Fais-le-moi. Parce que déjà, c'est l'antigène qui va être fixé. Oui. Question s'il vous plaît, please. Est-ce que vous êtes en train de chercher un seul facteur ou plusieurs facteurs? Un seul parce qu'ils sont différents. انا كنت نستنى ماشي لا ريبونس تاعك كنت نستنى لا ريبونس تاعي ويقول لي ان اكسيدون. علاش ان اكسيدون؟ طبيبه شوفي فيا ان اكسيدون ميديكامونتو peut provoquer ماشي معناتها une des suffit voilà il faut bien dire le coup slam. Et ben toutes les réponses sont justes. Oui, maladie sérique, je peux avoir un médicament qui peut jouer le rôle d'un antigène qui va se fixer sur un dans les deux vont se déposer. Un choc anaphylactique, je peux avoir la fameuse allergie à la pénicilline. L'anémie hémolytique, puisqu'on a le médicament peut se fixer sur une surface cellulaire, être absorbé et réaliser une lyse de cette cellule. Purpura thrombopénique kiff et eczéma de contact, donc nous avons certains médicaments, le nickel, le forme. D'accord? Donc toutes les réponses sont justes. Ou type 1, ou l'allergie à la pénicilline. Voilà. Voilà, on a terminé ce cours et je vous remercie.